Bonjour et bienvenue dans 52 minutes santé. Bonjour Florian. Bonjour Brigitte, un nouveau numéro pour plonger avec nous au cœur du monde de la santé et de la médecine. En compagnie de nombreux invités, Des professionnels et des experts médicaux à la pointe dans leur domaine. nous serons là pour vous guider à travers un voyage, je l'espère, informatif. Pour tout comprendre, des dernières avancées médicales, des méthodes de prévention et des bonnes pratiques, 52 minutes santé, c'est parti. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler prévention. Oui Brigitte, car on connaît tous l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et en matière de prévention, il existe une avancée majeure, la vaccination. Qui a permis de sauver des millions de vies et même d'éradiquer certaines maladies. On vous propose d'en savoir plus sur les vertus préventives de la vaccination grâce à nos experts en plateau. Professeur Odile Launay, vous êtes infectiologue à l'hôpital Cochin. Bonjour. Bonjour. Olivier Rosaire, vous êtes docteur en pharmacie, président de l'URPS. Alors rapidement pour nos téléspectateurs, expliquez-nous ce qu'est l'URPS. Alors bonjour, alors l'URPS c'est une institution qui représente toutes les pharmacies au sein des agences régionales de santé, en l'occurrence pour moi l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Professeur Robert Cohen, vous êtes pédiatre, infectiologue, vous exercez à Saint-Maur-des-Fossés. Bonjour. Bonjour. Professeur Olivier Hanon, vous êtes professeur, praticien, chef de service de gériatrie à l'hôpital Broca à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Docteur Olivier Anselem, vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité Port-Royal à Paris. Vous êtes également co-auteur du livre « Il était 9 mois » aux éditions Albin Michel. Bonjour. Bonjour. En toute fin d'émission, nous accueillerons David Lepoitvin, qui est directeur de la division vaccins et antiviraux du laboratoire Pfizer. Il nous parlera des progrès et des perspectives de la vaccination. La prévention est un enjeu majeur dans le processus médical, mais existe-t-il différents modes de prévention? La réponse en images. La prévention, premier geste essentiel pour préserver la santé, se décline en 3 niveaux. La prévention primaire agit avant l'apparition de la maladie. Elle vise à réduire les risques, alimentation saine, activité physique et vaccination. Ensuite vient la prévention secondaire qui détecte et traite une maladie naissante pour stopper ou ralentir sa progression. Des examens réguliers et des dépistages précoces sont ses meilleurs alliés. De son côté, la prévention tertiaire prend le relais après la maladie. Son but, réduire les impacts, favoriser la réadaptation et prévenir les récidives. Selon l'OMS, dans les maladies non transmissibles, 16 millions de décès chaque année pourraient être évités par des mesures préventives. Professeur Odile Launay, on va revenir avec vous sur ces différents types de prévention. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on en différencie 3? Alors en fait, on va se situer à différents moments, en différentes étapes de la prévention. Et c'est vraiment important de savoir où on va situer chacune des mesures qui peuvent être mises en place pour la prévention. Et on va parler aujourd'hui de la prévention des maladies infectieuses. Donc la prévention primaire, c'est essayer de limiter au maximum le risque de survenue d'une maladie infectieuse. Ce qui nous intéresse avec le vaccin, c'est surtout d'éviter le risque de survenue de formes sévères des infections. Et le vaccin est vraiment là pour identifier les populations qui vont faire ces formes sévères, les vacciner pour limiter ces formes sévères. Alors si tout le monde appliquait ou respectait la prévention primaire, est-ce que finalement on vivrait dans une société de bien portants? Alors le vaccin a déjà montré ses bénéfices, et en particulier sur la mortalité infantile. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu de l'intérêt de la vaccination. Mais le vaccin peut avoir un intérêt aussi chez le plus grand enfant, on en reparlera, ou chez l'adulte, et puis aussi aux âges plus extrêmes de la vie, chez les personnes plus âgées qui sont aussi fragilisées vis-à-vis de l'infection. Et là, on a vraiment intérêt à promouvoir et à augmenter l'utilisation du vaccin dans ces populations. Professeur Robert Cohen, quelles sont les maladies particulièrement concernées par la prévention secondaire et la prévention tertiaire, c'est-à-dire les maladies qu'on a déjà diagnostiquées? Alors, il y en a de très nombreuses en termes de maladies infectieuses. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, la tuberculose. La tuberculose, il y a un vaccin, il a une efficacité qui n'est pas optimale, mais on sait que la meilleure façon de prévenir la tuberculose, c'est autour d'un cas de dépister les cas et de les traiter. Et c'est ça qui arrête le mieux
les maladies. Je vais prendre un deuxième exemple. Oui. Un deuxième exemple, c'est le streptocoque qui donne des angines, mais de temps en temps qui peut donner des infections graves. Si on le dépiste et on le traite, on limite la transmission au reste de la population et éventuellement le risque de transmission grave, c'est plus... il y a moins de preuves sur ça, mais il y a de bonnes raisons de penser. Mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Je pourrais prendre la varicelle, la rougeole, et de temps en temps, parce qu'on n'est pas vacciné, il faut se vacciner le plus tôt possible pour justement prévenir ces maladies. On reparlera tous ensemble de la prévention secondaire un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord avec vous, professeur Olivier Hanon, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la notion d'hygiène et de prévention. Finalement, l'hygiène, est-ce que ce n'est pas la base pour lutter contre les maladies infectieuses? Expliquez-nous un peu. L'hygiène, c'est surtout l'hygiène des mains. Il faut bien savoir que les virus peuvent se transmettre soit par ce qu'on appelle les gouttelettes respiratoires, quand on tousse par exemple, mais souvent les virus peuvent ensuite rester pendant 7-10 heures sur des objets, sur des surfaces, et quand on le touche avec les mains, on attrape le virus et on peut ensuite le transmettre à quelqu'un en le touchant. Donc il faut vraiment se laver les mains. On dit qu'il faut se laver les mains pendant 30 secondes de façon très régulière. Par exemple, si j'ai du virus sur ma main, il faut savoir qu'on dit qu'on peut dans la journée toucher près de 3000 fois son visage avec les mains. Donc si j'ai un virus, je vais l'attraper. Donc il faut vraiment se laver les mains 30 secondes de façon très régulière. Justement, le lavage de mains, c'est un des gestes barrières, l'un des principaux. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres? Est-ce qu'il y a d'autres gestes barrières essentiels pour se protéger? Alors on en a beaucoup parlé pendant l'épisode de Covid, les gestes barrières. Actuellement, c'est quand on a des symptômes. Quand on a des symptômes, il faut porter un masque, surtout quand on voit des personnes âgées qui sont fragiles. Donc le port du masque, le lavage des mains bien sûr. Il faut, quand on tousse, on dit qu'il faut tousser dans son coude pour éviter d'envoyer... Ça marche vraiment, ça? Ça réduit un petit peu. Il vaut mieux avoir un masque, qui va être une meilleure méthode. Il faut aussi aérer les pièces. Si on dit que toutes les heures c'est compliqué, mais en théorie il faut aérer les pièces de façon régulière pour avoir toutes ces mesures de prévention. Et puis quand on est malade, on ne va pas embrasser quelqu'un c'est mieux pour éviter de le contaminer. Baiser dangereux. Docteur Olivia Anselem, la sensibilisation à ces gestes a été bien sûr le leitmotiv de la crise Covid. Ces gestes sont moins respectés aujourd'hui. Comment continuer à sensibiliser le public ? Alors moi, je m'occupe beaucoup de femmes enceintes, donc c'est quelque chose que j'explique aux femmes enceintes quand je les suis en consultation, notamment parce qu'il y a des virus qui peuvent être dangereux pendant la grossesse et qui ne sont pas toujours bien connus, comme le cytomégalovirus. Et on va parler de l'importance du lavage des mains, parce que ce virus, il peut se transmettre par les sécrétions, mais il peut se transmettre également par la salive. Donc l'hygiène, c'est aussi le fait d'éviter de partager ses couverts avec notamment ses jeunes enfants, si on a déjà des enfants, le fait d'éviter de partager son verre, sa gourde, etc. Parce que certaines maladies qui sont inoffensives en dehors de la grossesse peuvent avoir des conséquences plus importantes pendant la grossesse pour le fœtus. Professeur Robert Cohen, comment améliorer les campagnes de prévention sur ces gestes ? Il est important d'en parler, et vous en avez parfaitement parlé, c'est-à-dire qu'il y a les périodes épidémiques où il faut savoir reprendre les mesures d'hygiène, même si on n'est pas malade. Par exemple, quand on a une épidémie de VRS, il faut que tout ce qui entoure les enfants, plus attention à se laver les mains, à porter les masques si on est malade, etc. Les périodes d'épidémie de grippe aussi, ça peut avoir une certaine efficacité, voire une efficacité certaine sur tout ça. Je voudrais insister sur la qualité de l'air auquel vous... Je pense qu'on est passé à côté d'un nouveau paradigme, parce que dans les mesures d'hygiène dont on a parlé, il y avait bien entendu le lavage des mains, mais l'hygiène générale a réduit de façon considérable. Mais aujourd'hui, la qualité de l'air, à mon sens, n'est pas assez prise en compte dans les lieux publics et même dans les cabinets médicaux, une ventilation suffisante des pièces. On n'a pas fait encore cet effort-là, et je pense que ça sera un des moyens probablement plus important que tout ce qu'on a décrit tout à l'heure pour amoindrir ces vagues épidémiques qui mettent à plat notre système de santé. Et ce n'est pas pour le système de santé, c'est pour la qualité des soins qu'on est capable de fournir aux patients qui viennent nous voir et réduire ce risque. Alors on l'a vu, la prévention est une approche globale, la vaccination en est un élément clé. Prévention et vaccination permettent encore aujourd'hui de sauver des millions de vies. Revenons ensemble sur l'histoire de la vaccination et ses grands succès.
L'histoire de la vaccination est une aventure humaine fascinante qui débute il y a des siècles. En 1796, Edward Jenner introduit le premier vaccin pour protéger contre la variole. C'est alors le début d'une ère nouvelle avec la prévention par l'immunisation. En 1955, c'est au tour du vaccin contre la polio de marquer une grande avancée en matière de santé publique. Puis, des vaccins pour la rougeole, les oreillons, la rubéole et l'hépatite B vont transformer la lutte contre les maladies infectieuses. Les années 80 voient l'ADN recombinant révolutionner la fabrication des vaccins, les rendant encore plus sûrs et plus efficaces. En parallèle, les campagnes de vaccination globale vont permettre de réduire drastiquement l'apparition de certaines maladies et de sauver des millions de vies. En 2020, face à la pandémie de Covid-19, les vaccins à ARN messager sont développés en un temps record, marquant une nouvelle percée scientifique. Professeur Odile Launay, l'arrivée de la vaccination aussi contre la rage en 1885 grâce à Louis Pasteur marque une révolution dans le domaine de la vaccination. Pour les maladies infectieuses tout particulièrement, comment la vaccination a-t-elle changé la donne ? Alors c'est un vaste programme, une vaste question. On est arrivé donc à mettre au point des vaccins qui éduquent notre système immunitaire et qui va le rendre efficace dès qu'on va être exposé ensuite à l'agent infectieux. Donc on a parlé de la variole. La variole, c'était une maladie extrêmement sévère et la vaccination a permis, avec évidemment les progrès concernant l'hygiène, mais a permis d'éliminer, c'est-à-dire que les cas de variole ont disparu et puis finalement d'éradiquer, et ce qui a permis même d'arrêter la vaccination. Puis comme vous l'avez montré, on a vu arriver en particulier au cours du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, et puis encore maintenant, énormément de recherches et de nouveaux vaccins arrivent sur le marché. On a permis, grâce aux vaccins, à réduire, on l'a déjà dit, la mortalité infantile, avec un certain nombre de maladies qui entraînaient une mortalité au cours des premiers mois de vie très importante, énorme. Donc on est vraiment sur une prévention extrêmement efficace, avec de plus en plus de vaccins qui permettent d'éviter la survenue de ces infections, qui certaines étaient des infections graves. Docteur Olivier Anselem, un exemple très frappant, c'est la découverte au XIXe siècle d'un médecin hongrois obstétricien qui a compris avant tout le monde l'importance du lavage de mains au moment de l'accouchement. C'est quelque chose qui vous parle? Vous pouvez nous parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, c'est Ignaz Philipp Semmelweis, qui est un obstétricien hongrois qui travaillait au Krankenhaus, qui est un grand hôpital à Vienne, et qui avait observé qu'il y avait 2 pavillons d'accouchement pour les femmes qui venaient accoucher. Un pavillon géré par les sages-femmes, avec un taux de mortalité dû à la fièvre puerpérale, qui est cette fièvre que les femmes attrapaient au moment de l'accouchement, beaucoup plus faible, et un pavillon géré par les médecins, qui commençaient leur journée avant de venir faire les accouchements par des dissections. Et à l'époque, on ne savait absolument pas qu'il existait des particules invisibles qui pouvaient être en fait les bactéries et qui transmettaient les maladies, mais Ignaz Semmelweis a imposé le lavage des mains aux étudiants en médecine après leur dissection et avant qu'ils pratiquent les accouchements, et ça a permis de faire baisser de façon très importante le taux de mortalité dû à la fièvre puerpérale. Professeur Robert Cohen, évoquons un exemple concret, celui de l'éradication de la poliomyélite. Donc cette maladie a officiellement disparu et beaucoup de parents se demandent finalement pourquoi continuer à vacciner les enfants contre cette maladie. Alors, cette maladie n'a pas officiellement disparu de la surface de la Terre. Nous n'avons plus de cas autochtones depuis des dizaines d'années, mais dans différentes régions du monde, en particulier les régions où il y a des troubles politiques ou de la guerre, eh ben, on se retrouve avec toujours des cas de polio et de temps en temps des réentrées d'un des virus de la polio dans la population. Il y a pas très longtemps, on prend l'exemple en Israël, il y a une vingtaine d'années, c'était produit avant tout épisode de guerre, s'était produit ça s'est reproduit aux États-Unis, en Angleterre, et je ne parle pas des pays du reste de l'Europe, de l'Asie centrale, où des cas existent. Et on sait que si on baisse la garde, il n'y a aucun doute que ces maladies repartiraient à une vitesse extraordinaire. Un autre exemple, la diphtérie. Les cas autochtones de diphtérie, je ne parle pas de diphtérie cutanée, sont exceptionnels, mais tous les pays qui ont arrêté pour des raisons économiques et politiques la chute du mur de Berlin, le Venezuela,
il y a eu une explosion du nombre de cas. Donc il faut continuer à vacciner contre ces maladies qui nous paraissent évidemment rares ou quasiment oubliées. Donc continuons cette vaccination. Alors, pour la polio, la diphtérie, on n'arrivera pas à l'éliminer. Mais pour la polio, on peut espérer, parce que c'est un virus strictement humain, si pendant plusieurs années on ne retrouve plus de virus polio dans le monde, on peut espérer se passer. Mais c'est la seule exception. Et là, il n'est pas question une seule seconde, bien au contraire. Il faut renforcer parce qu'on a eu des soucis dans des pays développés comme l'Angleterre, comme les États-Unis. Olivier Roser, on rappelle que vous êtes docteur en pharmacie. Selon vous, est-ce que les campagnes de prévention grippe, Covid, gastro ont toutes les mêmes objectifs ? Alors, d'une certaine manière, oui, puisque en fait, les campagnes ont un objectif de prévention, c'est-à-dire de mettre en place des moyens et des outils qui permettent d'éviter la survenue d'événements graves, notamment par exemple liés à la grippe et à la Covid. Après, les moyens utilisés ne sont pas forcément les mêmes. Alors, évidemment, pour la gastro, il y a plus des conseils d'hygiène qui vont être donnés. Grippe et Covid, aujourd'hui, on a des outils formidables qui sont les vaccins. Donc oui, en amont de l'arrivée des virus, notamment grippe, les campagnes sont aujourd'hui très bien organisées depuis plusieurs décennies. Donc on fait la promotion de cette vaccination sur un temps donné. Et malheureusement, depuis quelques années, un autre virus respiratoire est arrivé, la Covid, avec une cinétique qui n'est pas forcément la même que la grippe, puisque on sait que la Covid maintenant peut avoir des épisodes tout au long de l'année. Donc oui, on est aujourd'hui mobilisé sur ces deux aspects-là. Alors la gastro, effectivement, on la découvre au moment où on a les premiers cas, et malheureusement, c'est un peu toujours à la même époque, au mois de décembre, entre le 15 et le 30 décembre. Et donc nous, en officine, ce qu'on fait principalement, c'est en premier lieu les mesures d'hygiène. Et comme Odile en parlait tout à l'heure, les mesures d'isolement, confinement. Alors, on a réutilisé une technique moyenâgeuse pendant le Covid parce qu'en fait, elle avait fait ses preuves, entre guillemets, même avec certaines limites. Quand à l'époque, on n'avait pas de vaccin, on a reproduit exactement la même chose pour la Covid. Au début, on n'avait pas de vaccin. Donc, dans le doute, on évite de se fréquenter. En fait, pour des pathologies comme la gastro, c'est un peu pareil. Quand on est malade, on évite de se retrouver dans des endroits où on risque de contaminer beaucoup de monde. Qui doit se faire vacciner contre la gastro-entérite, professeur Robert Cohen, surtout les petits ? La réponse est tous les petits-enfants qui ont moins de quelques mois, 3-4 mois. Pourquoi ? Parce que ce vaccin contre le rotavirus est très important parce que tous les enfants, sans aucune exception, vont attraper plusieurs fois dans leur vie des infections à rotavirus. Et c'est la première, ou au pire la deuxième infection, qui est grave et qui peut conduire à l'hospitalisation et à la déshydratation. Donc, on les vaccine avant ce premier contact. C'est un vaccin vivant qui mime la maladie naturelle, ce qui fait qu'elle constitue la première infection à rotavirus et donc va éviter, pendant quelques mois ou années, les infections à rotavirus. Mais on continuera à rattraper, on n'éliminera pas ces virus, parce qu'il y a des virus humains, mais ils échangent beaucoup avec les autres virus. Donc, les patients, c'est tous les enfants, dès 2 mois. Alors, il y a 2 vaccins différents, un en 2 doses et l'autre en 3 doses. Ça n'a pas grande importance. Les 2 ont d'une très grande efficacité, d'accord ? Et il faut avoir fini le vaccin avant l'âge de 5-6 mois. Professeur Odile Lenné, quel est aujourd'hui le schéma vaccinal contre la grippe ? Alors, la vaccination contre la grippe se fait en une injection annuelle, mais qu'il faut répéter chaque année, puisque le vaccin va être mis à jour chaque année pour être le mieux adapté aux virus qui vont circuler. Et donc, on vaccine au début de l'automne, enfin avant la circulation, ou au tout début de la circulation du virus de la grippe. Dans certaines situations très particulières, les enfants qui n'ont jamais été vaccinés, on va faire une primo-vaccination avec 2 injections de vaccin. Mais c'est vraiment très exceptionnel, sinon c'est 1 dose de vaccin. Plutôt pour les personnes âgées ? Alors la politique française de vaccination contre la grippe, c'est d'identifier les personnes à risque de faire des formes sévères de la grippe, donc les personnes de plus de 65 ans, donc chaque année à partir de l'âge de 65 ans, et les personnes plus jeunes, entre 18 et même à partir de 6 mois jusqu'à 65 ans, s'il existe un facteur de risque de faire une forme grave, une maladie cardiaque, pulmonaire, un diabète. Et de façon plus récente, la HAS a proposé que les enfants puissent être vaccinés, y compris ceux qui n'ont pas de facteurs de risque de faire des formes sévères, et ça dans un objectif de protection collective, de diminution du réservoir de la grippe, puisqu'on sait que ce sont les enfants
les principaux pourvoyeurs de grippe. C'est le cas déjà dans beaucoup de pays dans le monde qui vaccinent les enfants pour protéger les plus fragiles. Docteur Olivier Anselem, les femmes enceintes aussi, on les vaccine contre la grippe? Absolument. C'est recommandé? Oui, c'est recommandé depuis 2012 parce que les femmes enceintes ont plus de risques de faire une forme grave de la grippe. Donc ça va les protéger elles et puis ça va également protéger leur nouveau-né. Docteur Olivier Roser, je me tourne vers vous. Le vaccin du Covid est-il toujours conseillé à toute la population? Alors, ce n'est pas qu'il est réservé, mais il y a effectivement une priorisation pour les personnes à risque, donc les personnes, par exemple, avec ce qu'on appelle des comorbidités, les personnes très âgées, enfin tous ceux qui sont susceptibles de faire des formes graves de la Covid. Donc il n'y a pas aujourd'hui de vaccin réservé parce qu'aujourd'hui il y a un approvisionnement qui est suffisant. C'est vrai qu'à certaines périodes, pendant les campagnes de vaccination, on a un peu plus priorisé à certains moments. Mais évidemment, là, on va avoir une nouvelle campagne qui va démarrer au printemps. Cette campagne est essentiellement à destination des personnes les plus âgées, des personnes comorbides, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la grippe, elle n'est pas saisonnière, la Covid, donc la vaccination ne protège que pendant 6 mois. Donc idéalement, il faudrait que ces personnes-là se vaccinent. Est-ce que ça reste important de se vacciner quand on a 40, 30, voire une vingtaine d'années? Alors oui, quand on a des facteurs de risque, il est important de se vacciner. On est dans un système de santé aujourd'hui qui est extrêmement contraint. Il n'est pas souhaitable de le solliciter outre mesure quand on a aujourd'hui des produits qui sont extrêmement efficaces pour éviter les formes graves et les formes d'hospitalisation. Et puis si on est au contact de personnes âgées, en fait, par exemple, les soignants qui sont au contact de personnes âgées, il est conseillé de se faire vacciner même si on est plus jeune et qu'on n'est pas à forme risque. Si on s'occupe de ses parents âgés, il est aussi conseillé de se faire vacciner pour éviter de les contaminer. Alors professeur Olivier Hanon, prenons un autre exemple qui concerne sans doute plus particulièrement les personnes âgées et les tout-petits. C'est le VRS, c'est un virus moins connu du public. Que signifient ces 3 lettres? Alors, virus respiratoire syncytial. C'est un virus qui donne en fait des symptômes classiques de rhume. Donc ça c'est pas des symptômes très graves, mais qui peut parfois être grave. Dans 2 populations, les nourrissons, les jeunes enfants, c'est ce qu'on appelle la bronchiolite. On entend toujours parler de cette bronchiolite qui peut amener les enfants à l'hôpital. Et puis les personnes âgées qui vont être plus fragilisées et plus sensibles à ce virus et qui peuvent faire aussi des infections, soit des infections respiratoires. Et puis des fois, et ça c'est pas toujours très bien connu, c'est une décompensation de leur maladie sous-jacente. Par exemple, une personne âgée qui a une maladie cardiaque va faire une infection par le VRS et va décompenser cette maladie cardiaque, faire un accident vasculaire cérébral, faire un infarctus. Donc à la fois un risque de maladie respiratoire et à la fois un risque de décompenser sa maladie sous-jacente. Alors, professeur Olivier Hanon, comment se prémunir finalement face à ce virus? Est-ce que la vaccination reste la barrière principale ou les gestes barrières également sont très importants? Le VRS, c'est aussi un virus qui se transmet comme la grippe, donc par les gouttelettes respiratoires, et il peut rester jusqu'à 7 heures sur la surface. Donc les gestes barrières vont marcher, le port du masque, le lavage des mains. Le lavage des mains, c'est à l'eau au savon ou au soluté hydroalcoolique, donc on peut avoir son petit soluté hydroalcoolique. Une solution est mieux ou pas Ce qui compte, c'est de se laver les mains et de le faire, j'ai dit suffisamment longtemps. Souvent, les gens font 2 secondes. Non, il faut faire suffisamment longtemps. Donc, effectivement, les gestes barrières marchent. Et puis, la nouveauté, c'est qu'il va y avoir un vaccin qui va arriver contre le VRS. Et donc là, ça va être aussi une façon de pouvoir protéger, et notamment les personnes âgées. Docteur Olivier Anselem, on va rester sur le public fragile, et notamment les femmes enceintes. Existe-t-il une immunisation maternelle, c'est-à-dire que lorsqu'on vaccine une femme enceinte, est-ce que cette vaccination va aussi protéger son bébé? Oui, absolument. En fait, quand on va vacciner la femme enceinte, on va faire augmenter son taux d'anticorps et ensuite les anticorps de la femme vont traverser le placenta et vont se retrouver chez le fœtus qui va naître avec ses anticorps maternels et qui va les garder pendant ses premiers mois de vie. Donc toute la période où le bébé, lui, ne peut pas être encore vacciné parce que son système immunitaire est trop immature et en fait il ne répondrait pas à la vaccination, eh bien il va pouvoir bénéficier d'une protection par ses anticorps maternels. Est-ce qu'il existe des vaccins recommandés du coup chez les femmes enceintes? Oui, absolument. Le premier, c'est le vaccin contre la grippe. On en a dit 2 mots tout à l'heure parce qu'il y a un bénéfice pour la mère à se faire vacciner pour éviter de faire une forme grave de la grippe. Et il y a également un bénéfice pour le nouveau-né qui va profiter des anticorps maternels. Et une grippe chez un nouveau-né, on sait que ça peut être aussi une grippe grave.
Deuxième vaccin, c'est le vaccin Covid, qui est recommandé parce qu'on sait que les femmes enceintes font des formes graves de Covid. C'était surtout très vrai avec Delta, le variant qu'on a connu au tout début. Puis même avec les variants actuels, on voit que les femmes enceintes ont quand même un peu plus de risques d'être hospitalisées. Donc on continue de les vacciner ? On continue de les vacciner. Les recommandations actuelles, c'est de faire un rappel à l'automne pour les femmes enceintes. Et le troisième vaccin qui est recommandé, c'est le vaccin contre la coqueluche. Et là, c'est purement pour un bénéfice pour le nouveau-né, parce qu'une coqueluche chez un bébé, ça peut être mortel. Et donc, toutes les femmes enceintes, à chaque grossesse, doivent se faire vacciner contre la coqueluche. Professeur Robert Cohen, on parle des enfants à nouveau et de la vaccination. Quelles sont les vaccinations obligatoires aujourd'hui pour les enfants et quel est le calendrier vaccinal à respecter ? Les vaccins obligatoires, depuis 2018, ce sont pratiquement tous les vaccins du nourrisson. Pourquoi ? Parce que pendant des années, l'hésitation vaccinale était très forte en France, la plus forte d'Europe et des pays occidentaux, et on avait une érosion progressive. Donc, les gouvernements de l'époque avaient fait voter une obligation vaccinale. Et cette obligation vaccinale n'est pas une obligation qui fait que les parents risquent des poursuites, etc. Ils empêchent le contact avec les enfants, avec les autres enfants. Pas d'entrée en crèche, pas d'entrée en nourrice, pas de garde partagée, et ensuite, après, pas d'entrée à l'école. Donc, finalement, c'est devenu une obligation vaccinale qui a complètement changé nos couvertures vaccinales. On était à tendance à l'érosion, et puis on est remonté, et aujourd'hui, nos petits-enfants font parmi les mieux vaccinés d'Europe. Et parce qu'on a insisté sur cette importance. Et ces vaccins obligatoires, ce sont les vaccins dits hexavalents, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilus, qui donne des méningites et des infections graves, et hépatite B. C'est les vaccins contre le pneumocoque, c'était le vaccin contre le méningocoque C, et les vaccins rougeole, oreillon, rubéole. Bref, la quasi-totalité des vaccins recommandés à l'époque. C'est en train de changer parce que il y a d'autres vaccins qui vont être ajoutés. En fait, c'est une extension aux autres vaccins contre les méningites, pas seulement le C, mais le B, le A, le W, le Y. Merci professeur Robert Cohen. Un autre enjeu collectif majeur, la couverture vaccinale, on en parle tout de suite. Professeur Olivier Hanon, parlons maintenant donc de la couverture vaccinale qui est nécessaire pour atteindre l'immunité collective. Mais tout d'abord, petite définition, qu'est-ce que la couverture vaccinale ? La couverture vaccinale, c'est le taux de personnes vaccinées pour réduire au maximum la propagation de la maladie virale et pour arriver idéalement à une immunité collective, suffisamment de gens vaccinés pour vraiment réduire de façon très importante la propagation du virus. Professeur Odile Launay, est-ce que les campagnes de prévention et de vaccination finalement sont suffisantes ? Ça dépend ce qu'on entend par suffisant. Ce qui est aujourd'hui assez clair, c'est qu'on communique probablement pas assez sur l'intérêt de la vaccination et sur l'intérêt d'avoir des couvertures vaccinales élevées, c'est-à-dire d'avoir une proportion suffisante de la population vaccinée pour que soient protégés non seulement les vaccinés, mais aussi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Ça peut exister par exemple pour la vaccination contre la rougeole. Aujourd'hui, on a une résurgence de rougeole et on sait qu'il faut être très très élevé, il faut avoir plus de 95% de la population vaccinée. Et puis, le vaccin ne marche pas à 100%, ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer. Donc si on veut pouvoir protéger aussi les gens vaccinés, mais qui n'ont pas été protégés parce que ce n'est pas 100% de protection, eh bien il faut avoir des couvertures vaccinales extrêmement élevées. Comme l'a dit Robert Cohen, quand on met en place une campagne de vaccination, il faut pouvoir communiquer, expliquer pourquoi on vaccine, contre quoi on vaccine, à quoi va servir le vaccin et pourquoi c'est important de se faire vacciner. Olivier Rosaire, docteur en pharmacie, on le rappelle, selon vous, quelles seraient les solutions pour augmenter efficacement la couverture vaccinale ? Alors c'est une question très ambitieuse parce qu'on travaille le sujet depuis de très très nombreuses années. C'est vrai qu'on n'a pas un succès absolu sur toutes les vaccinations. Alors on a parlé des campagnes de communication, je pense que c'est essentiel. Il y en a. Je pense qu'il faut aussi travailler la qualité de la communication, l'objectif de cette communication. Là, on a eu depuis la rentrée une campagne de communication sur la vaccination contre les cancers HPV induits, qui a eu un succès mitigé. Voilà, alors que d'autres pays qui l'ont lancé sont arrivés à des couvertures vaccinales
très très élevé. Il y a à la fois la forme et le fond de la communication. Il faut peut-être aussi qu'on retravaille cette communication et insister plus sur ce que permet d'éviter le vaccin. Par exemple, sur l'HPV, on évite des cancers. Donc peut-être on parle peut-être trop de vaccination et pas assez du bénéfice attendu de cette vaccination. Professeur Olivier Hanon, pour les vaccins qui ne sont pas obligatoires, notamment je pense à la grippe, est-ce que la couverture vaccinale est suffisante en France ? Ben malheureusement, non. La grippe, il n'y a que 50% des gens qui devraient être vaccinés parce qu'ils sont à risque, qui sont effectivement vaccinés. Donc c'est une vraie perte de chance, parce que la grippe va entraîner non seulement des symptômes, mais un risque d'hospitalisation, un risque de mortalité. Et le chiffre qu'on donne actuellement, 10 000 morts par an liés à la grippe. C'est 3 fois plus que la mortalité des accidents de la route. Donc c'est une vraie perte de chance. Les gens ne savent pas forcément que la grippe chez une personne âgée peut être absolument désastreuse. Et puis un dernier point, c'est la perte d'autonomie. On ne sait pas forcément que quelqu'un d'âgé qui va faire la grippe, va être hospitalisé. Et ensuite, quand il rentre chez lui, il va être en perte d'autonomie. Il était capable d'aller seul aux toilettes, il ne va plus y arriver, il ne va plus être capable de faire ses courses. Donc, précipite la dépendance. L'infection grippale, c'est non seulement le risque d'hospitalisation de mortalité, mais aussi la perte d'autonomie. Alors justement, on va parler des réticences et de la méconnaissance des vaccins avec vous. D'abord, professeur Robert Cohen, est-ce que la méconnaissance et la peur des effets indésirables sont les causes principales d'une couverture vaccinale qui pourrait être insuffisante ? Clairement, dans toutes les études, ce qui inquiète le plus les parents d'enfants, ce sont les effets indésirables. Or, à raison ? À tort. Bien entendu, parmi tous les médicaments dont on dispose, ce sont probablement les vaccins qui ont le moins d'effets indésirables par rapport aux bénéfices qu'ils entraînent. Il n'y a pas de médicaments sans effets indésirables, y compris les vaccins, mais vraiment les vaccins sont d'une sûreté extrêmement importante. Et donc il faut savoir répondre à ces questions. Donc vous nous confirmez que d'une façon générale, on peut faire confiance au vaccin. Mais complètement. Merci beaucoup. Professeur Odile Lenné, lorsqu'un patient est à risque, comment lui faire comprendre l'importance de la vaccination ? Alors, ça dépend du risque, évidemment. On a parlé de la femme enceinte. La femme enceinte, c'est relativement facile de la convaincre parce qu'on va lui expliquer qu'on la protège et surtout qu'on protège son tout petit. Ensuite, il y a plein de risques différents. Les personnes plus âgées, Olivier Hanon en a parlé, ils ne se sentent pas forcément à risque, surtout quand ils sont âgés mais finalement en bonne santé. Donc il faut réussir à expliquer qu'avec le vieillissement, on a des défenses immunitaires qui sont moins bonnes et qu'on a des données qui montrent que le risque de faire une forme sévère va augmenter, donc que ça vaut le coup d'être vacciné et de ne pas être vacciné trop tardivement. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire toutes les maladies chroniques, pour lesquelles là aussi on a des données qui montrent qu'on va être à risque plus élevé de faire des formes sévères de grippe, on va être à risque plus élevé de faire un zona par exemple, on va être à risque plus élevé de faire un Covid grave. On a vu que c'était majoritairement l'âge, mais l'âge dès 60 ans qui augmente le risque de faire un Covid grave ou de décès du Covid. Donc tout ça, je pense qu'il faut, et Robert Cohen l'a bien dit, il faut informer les personnes des risques et finalement des données qui sont disponibles sur ces risques et ce à quoi va servir la vaccination. Pas forcément d'éviter la maladie, on en a beaucoup discuté au moment du Covid, c'est vrai aussi pour la grippe, mais surtout les formes graves de ces pathologies. Professeur Odile Lenné, prenons un exemple, le pneumocoque. Seuls 4,5% des personnes à risque sont vaccinées. Comment expliquer cette situation ? Alors, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul facteur, il y a plusieurs facteurs. Ces vaccins étaient initialement des vaccins développés pour les enfants, donc il y a eu une couverture vaccinale très élevée et ça a eu un impact très important sur les enfants. Et peut-être que c'est une infection qui est moins bien connue des médecins d'adultes qui ne comprennent pas forcément l'intérêt de cette vaccination pour leurs patients adultes. C'est vrai pour les médecins traitants, c'est vrai aussi pour les médecins spécialistes. Donc c'est probablement une des premières raisons. Ensuite, on a des recommandations qui sont assez complexes, puisqu'en fait, ne sont ciblées par cette vaccination que les patients avec des comorbidités. Contrairement à la grippe où on sait que la recommandation sur l'âge permet d'augmenter cette couverture vaccinale, en France, en tous les cas, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, on n'a pas de recommandation sur l'âge. Et donc, finalement, on a une recommandation qui n'est que très, très peu suivie. Et puis peut-être le dernier point, c'est que c'est des infections qui sont certes extrêmement sévères, qui peuvent entraîner des infections respiratoires, mais aussi des infections disséminées et des méningites, mais qui finalement restent
relativement rares ou rarement diagnostiquées. Et donc, les médecins n'ont pas toujours la perception de la fréquence de ces maladies parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées. On a une infection respiratoire, on ne sait pas que c'est le pneumocoque, une pneumopathie. Olivier Rosaire, docteur en pharmacie, on rappelle que vous êtes désormais autorisé à vacciner dans vos officines. Est-ce que les patients vous parlent de leurs appréhensions par rapport à la vaccination et quel retour d'expérience avez-vous auprès de vos patients ? Alors oui, on est autorisé maintenant depuis 6 ans à vacciner. Hein. On l'a beaucoup fait pendant le Covid, donc on est devenu un interlocuteur assez privilégié des patients parce qu'on est facilement accessible et que maintenant on participe déjà aux grandes campagnes de vaccination que sont grippe et Covid et aux autres campagnes avec notamment le développement des campagnes de vaccination à destination des femmes enceintes. Hein. C'est vrai que la vaccination coqueluche a bien pris chez les femmes enceintes et forcément on est amené à avoir des interrogations. Alors pas forcément toujours au comptoir, mais quand on les emmène dans l'endroit où on va les vacciner, avant la vaccination, on a un certain nombre de questions qui surviennent. Alors on essaye de former les pharmaciens aussi à répondre à ces interrogations-là, parce que les gens qu'on va vacciner sont aussi de bons médiateurs pour leur entourage. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler de la vaccination de manière assez générale, notamment quand on vaccine quelqu'un pour quelque chose. Il y a souvent d'autres vaccins qui sont recommandés. Donc je pense que, notamment, on parlait tout à l'heure de la vaccination contre la grippe. Il y a peut-être des gens qui, avec des facteurs de comorbidité, devraient être vaccinés contre le pneumocoque. Docteur Olivia Anselem, parmi les vaccins non obligatoires, il y a le vaccin contre le HPV, les papillomavirus. Et c'est un véritable enjeu de société aujourd'hui que de vacciner contre ces virus. S'il y avait une vaccination de masse en France, avec une couverture vaccinale suffisante, est-ce qu'on arriverait à éradiquer les cancers liés au HPV et les verrues génitales aussi qu'on a tendance à oublier et qui sont liés au HPV ? Mais c'est un vaccin qui est vraiment d'importance majeure parce que le cancer du col de l'utérus est induit par le papillomavirus. Donc il y a une efficacité très importante et on peut imaginer qu'une vaccination de masse avec une couverture vaccinale beaucoup plus importante qu'aujourd'hui permettrait de réduire radicalement la survenue des cancers du col de l'utérus et les verrues génitales. Et pas seulement des cancers du col parce que le virus HPV est aussi responsable de cancer de la gorge, oui. Notamment. Absolument, il y a des répercussions sur les cancers ORL, donc c'est de multiples bénéfices pour ce vaccin qui n'est pas encore suffisamment connu aujourd'hui. Et franchement, est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu trompé en vaccinant au départ seulement les filles ? Probablement. Je pense qu'il y a eu peut-être une certaine réticence, peut-être qu'on a eu peur que le vaccin ne soit pas bien accueilli s'il était généralisé et obligatoire. Et peut-être qu'il faut prendre les choses à l'envers, effectivement, et plutôt dire, voilà, on a vraiment, on croit en ce vaccin, il y a un bénéfice qui est démontré, qui est majeur, il faut le recommander à toute la population, filles et garçons, et peut-être qu'il soit obligatoire. Professeur Olivier Hanon, l'organisation de la vaccination est un vrai défi collectif. Est-ce qu'on a appris de nos difficultés, de nos erreurs passées, notamment en période de Covid ? L'organisation reste quand même quelque chose qui marche, hein, et notamment, on l'a dit, avec l'implication des pharmaciens, c'est quand même quelque chose qu'on arrive à mettre en place. Alors, l'exemple de la Covid a été un exemple exceptionnel, hein, d'avoir un virus qui arrivait, on n'avait rien, il a fallu mettre en place des choses, mais de façon globale, on arrive à mettre en place. Ce qu'il faut vraiment, c'est informer. Hein. Je reviens sur la prévention. Accepter, c'est pas toujours facile la prévention, accepter de recevoir une injection alors qu'on n'a aucun symptôme. Et donc c'est là-dessus qu'on doit expliquer. Alors, c'est vrai, mais je vais vous donner un exemple très concret. En 2022, on a eu une triple épidémie avec le VRS, la grippe, le Covid, les hôpitaux qui étaient pleins à craquer. C'était vraiment compliqué, la médecine de ville était débordée. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'accueillir et de vacciner massivement si on est confronté à d'autres épidémies de ce type qui arrivent en même temps ? Alors, je dirais que c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne sera pas en capacité si on n'a pas vacciné les gens. Hein, actuellement, il y a moins de docteurs. Actuellement, il y a des lits d'hôpitaux qui sont fermés et la population vieillit, donc il y aura plus de patients. Donc s'il y a plus de patients et moins de soignants, il faut absolument tout mettre sur la prévention. Vacciner les gens avant d'arriver à cette fameuse épidémie avec les 3. Et donc si on a bien vacciné les gens, grippe, Covid, VRS, avant, eh bien, on n'aura pas tout cet afflux de patients. Si les gens ne sont pas vaccinés, c'est là qu'il y aura un énorme problème. Professeur Odile Launay, même si on est dans un contexte épidémique beaucoup plus faible, est-ce que c'est quand même important de vacciner les personnes à risque ? Il y a deux objectifs dans la vaccination. Il y a la prévention, la protection individuelle des personnes qu'on vaccine. Et quand on cible les personnes à risque, c'est vraiment ça qu'on cherche. On essaye de les protéger et de les mettre moins à risque de faire des formes sévères.
Donc c'est vraiment un objectif de protection individuelle. Puis l'autre bénéfice de la vaccination, c'est la protection de l'ensemble de la collectivité. On a parlé rapidement de la rougeole, mais la rougeole, c'est une maladie qui est quasiment éliminée, mais qui nécessite pour ça d'avoir au moins 95% de la population vaccinée. Et on voit aujourd'hui une recrudescence de cas de rougeole, essentiellement chez des personnes non vaccinées, mais aussi chez certaines non vaccinées parce que le vaccin ne marche pas à 100%. Olivier Roser, vous nous parliez tout à l'heure de la vaccination en pharmacie. On rappelle que vous pouvez aussi dépister avec des tests qui existent. Est-ce que vos patients sont satisfaits de votre nouveau rôle et de l'échange que vous pouvez avoir avec eux? Alors c'est vrai que depuis 4-5 ans et encore plus depuis les 2 dernières années, le rôle des pharmacies a beaucoup évolué, un peu sous la contrainte du système de santé qui aujourd'hui n'arrive plus à absorber toutes les demandes. Alors on parlait de la logistique de la vaccination, bien évidemment. On a mis les pharmaciens contributeurs de la vaccination parce qu'il fallait déployer ce service au mieux pour tout le monde et que c'était assez simple logistiquement de venir se faire vacciner en pharmacie. Alors pour vous donner un chiffre, la vaccination antigrippale, c'est une campagne pour nous qui représente 3-4 millions d'injections sur 4 mois. Pendant la Covid, on a été capable de réaliser 1 million d'injections en une seule semaine. Donc, alors justement, est-ce que vous avez l'impression que votre rôle, que ce travail, que la répartition des responsabilités est efficace? Est-ce que vous avez l'impression que votre rôle est bien... En tout cas, côté des patients, on voit qu'il y a une certaine appétence pour utiliser les nouveaux services. Alors, vous parliez des tests, effectivement, ça s'appelle des TROD, tests rapides d'orientation diagnostique, pour dépister les angines et les infections urinaires. Aujourd'hui, on a de la demande des gens pour venir se faire dépister. Donc, ce n'est pas nous qu'allons les recruter forcément avec des campagnes de communication sur les TROD qui n'ont pas encore démarré. Mais il y a vraiment une appétence pour ces services en officine qui se développent de plus en plus. Parce que les gens répondent présents, comme ça a été le cas pour la vaccination. Si elle s'est développée en pharmacie depuis 6-7 ans, c'est surtout parce que les gens ont apprécié ce service-là. Professeur Robert Cohen, que pensez-vous de la répartition des tâches, en quelque sorte, entre médecins, infirmières, pharmaciens aujourd'hui? Elle est vraiment dictée par la démographie médicale. On ne pourra pas faire autrement. Je reprends, la population vieillit, le nombre de médecins diminue, le nombre de lits dans les hôpitaux diminue, donc il faut que tous les acteurs de santé prennent leur place. Là, on a parlé des pharmaciens, il y a les sages-femmes qui jouent un rôle important, les infirmiers, bientôt, d'après ce que j'ai compris, les biologistes, et ce n'est pas de trop. Ce qui est très important, c'est de convaincre la population de se faire vacciner. Et vraiment, au début, il y a quelques années, il y avait des réticences pour dire les pharmaciens, les trucs. On n'est plus dans ces discussions-là. Il faut que tous ceux qui sont susceptibles de vacciner soient formés, ce qui est de plus en plus souvent le cas, et le plus large possible pour qu'on puisse atteindre des objectifs. Professeur Robert Cohen, un défi collectif, c'est la vaccination quand il y a une épidémie très très importante comme celle que nous avons connue pendant la crise Covid par exemple. En dehors du vaccin, de son efficacité, etc., de toute la stratégie à mettre en place pour vacciner la population, il faut assurer la traçabilité de la vaccination et la protection des données. Est-ce que vous avez l'impression, lors des dernières épidémies, donc Covid, grippe, que tout ça a été respecté ? Le mieux possible. Rien n'est parfait. On a vu qu'on peut avoir des systèmes de santé qui se font attaquer par des hackers, effectivement. Donc, mais franchement, je trouve que ça s'est vraiment pas mal passé du tout dans le délai. Et on a vu qu'on pouvait le faire. C'est quand même extraordinaire. Le chiffre que tu as donné tout à l'heure, 1 million de vaccinés par semaine, c'est le chiffre que j'ai retenu. Donc on voit qu'on est capable de le faire. Je voudrais rebondir sur une question tout à l'heure de Gilles et la réponse que tu as apportée, c'était de dire qu'il faut qu'on parle tous le même langage. Pour parler tous le même langage, je crois qu'il faut souligner le travail de l'HAS en termes de vaccination ces dernières années. On a énormément évolué pour la vaccination et les textes fournis par l'HAS aujourd'hui sont encore trop compliqués pour certains vaccins. Je suis tout à fait d'accord sur ce qu'a dit Odile, mais vont dans le bon sens. Notre calendrier vaccinal évolue. Il n'y avait pas de vaccination femmes enceintes. On a des vaccinations femmes enceintes. Il n'y avait pas beaucoup de vaccinations chez le sujet âgé. Ça augmente. Et je crois que c'est le rôle de la HAS de faire parler ce langage commun
pour dire ces vaccins, c'est important. Alors dans cette émission, nous donnons aussi la parole au public pour faire la chasse aux idées reçues et vous allez le constater, elles sont nombreuses. J'ai de bonnes défenses immunitaires et je surmonterai la maladie sans problème. C'est un peu présomptueux ? Alors oui, je pense qu'on ne peut pas naturellement connaître ses propres défenses immunitaires, même si on se sent plutôt en pleine forme. On ne peut pas savoir ce qui va se passer lorsqu'on va rencontrer un virus et quelles vont en être les conséquences. Donc il n'y a pas des raisons de se dire non, je ne me vaccine pas parce que j'ai de bonnes défenses. On ne les connaît pas et donc dans le doute, on fait ce qu'il faut faire en matière de prévention, c'est agir en amont d'une pathologie et en l'occurrence là, se vacciner. Autre idée reçue, les vaccins contiennent des produits toxiques qui peuvent être dangereux. On l'entend souvent. Professeur Hanon, vous en pensez quoi ? Globalement, il faut vraiment reprendre cette notion de risque. Le risque de la maladie, le risque du virus, quand on est une population à risque, est beaucoup, beaucoup plus important que le risque lié au vaccin. Donc, il n'y a pas photo entre ce rapport. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues qui circulent sur la vaccination. Comment y faire face ? Comment améliorer les choses, professeur Cohen ? En répondant aux questions des gens, à chaque fois d'être capable de leur répondre à leurs questions, ce qui n'est pas simple. Et il y a un nouvel outil qui est quand même assez exceptionnel. C'est ChatGPT. Si vous posez des questions sur ChatGPT sur les vaccins, j'ai pris cette phrase, je dis c'est difficile d'être intelligent et anti-vaccinal. ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle et vous pouvez poser la question sur tous les vaccins. Vous verrez des questions extrêmement rapides. Et moi, après avoir répondu à des questions, je dis écoutez, vous m'avez entendu, allez poser la question vous-même à ChatGPT. C'est pas Google, c'est ChatGPT, c'est-à-dire qu'il va vous ordonner la réponse en disant qu'est-ce qu'on connaît comme effet indésirable de vaccin ? Vous répondez pour ce vaccin, il y a ça et ça, mais il y a aussi ce bénéfice-là. Et je crois que c'est un nouvel outil que les médecins doivent se servir. Oui. Alors vous parlez d'intelligence artificielle, ça tombe bien. C'est maintenant le moment de se projeter dans le futur, Brigitte, avec notre chronique Demain, c'est maintenant. Pour évoquer l'avenir, accueillons maintenant David Lepoitvin, qui est directeur de la division vaccins et antiviraux chez Pfizer. Bonjour. Bonjour. La prévention est au cœur de l'engagement de Pfizer depuis des décennies. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Pourquoi ? Je vais peut-être déjà revenir sur un des chiffres que vous avez mentionné au tout début, qui est extrêmement important, qui place l'enjeu, l'importance de l'enjeu. C'est les 16 millions de vies qui pourraient être potentiellement sauvées par an grâce à des mesures de prévention. Donc évidemment, c'est un enjeu majeur de santé, mais aussi de société. Et Pfizer, en tant qu'acteur de santé et aussi acteur sociétal, a bien évidemment une partie à prendre dans ce débat. Donc on le fait de façon très naturelle. Pfizer est un laboratoire de santé, une entreprise de santé qui est dont l'objet premier est de fournir, développer des innovations thérapeutiques. Et puis en même temps, on doit aller vers la prévention, vers aussi participer à communiquer les bons messages au-delà des simples innovations thérapeutiques. Alors, Pfizer, on peut le dire, a révolutionné la lutte contre les maladies infectieuses récemment avec l'arrivée du vaccin contre la Covid-19. Est-ce que la mise au point de ce vaccin constitue un tournant pour les nouveaux vaccins à venir ? Alors, elle a constitué un tournant pour l'ensemble des industries de santé, mais aussi pour les autorités de santé, pour pouvoir, face à une épidémie, une pandémie, réagir et agir dans l'urgence. Donc ça, on a vraiment créé un avant et un après Covid à ce niveau-là. On a eu la capacité, en tant que laboratoire, de pouvoir investir de façon très importante et très spontanée pour aller chercher une solution. Et en même temps, on a été accompagné par les autorités de santé pour pouvoir trouver aussi des solutions réglementaires sans pour autant n'avoir aucun impact sur le niveau d'exigence, sur les données, sur les preuves scientifiques, mais mettre les moyens pour pouvoir mettre à disposition très rapidement ces solutions. Alors, on a vu arriver une nouvelle plateforme technologique qui s'appelle l'ARNM. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette plateforme ? Alors, la plateforme ARN messager qui a été utilisée dans le cadre du développement du vaccin Covid était une plateforme qui était développée depuis déjà certaines années par Pfizer avec un partenaire qui est BioNTech sur un développement qui visait à mettre à disposition un vaccin contre la grippe. Et on a utilisé cette plateforme technologique, nouvelle plateforme technologique, pour essayer de trouver une solution rapide dans le cadre du Covid. Et c'est une solution qui est extrêmement intéressante dans l'urgence, puisque c'est une solution qui va permettre de développer de façon très rapide le vaccin et de pouvoir le produire de façon aussi
importante en quantité de façon très rapide. Donc il était parfaitement justifié de pouvoir réfléchir, au moins prime abord, à travailler cette plateforme technologique pour trouver une solution. Odile Launay, en termes de vaccination à ARN messager, quelles sont les attentes, quels sont les axes de progression auxquels on peut s'attendre dans les années qui viennent? Alors, je crois que le Covid a ouvert vraiment la porte vers cette nouvelle technologie. C'était une technologie sur laquelle plusieurs chercheurs travaillaient et des projets qui étaient déjà avancés. On a parlé de la grippe, mais il y a aussi un vaccin contre les infections à cytomégalovirus. Et puis on voit arriver d'autres vaccins ARN messagers, un vaccin contre le VRS qui devrait être bientôt disponible, la possibilité de combiner plusieurs ARN dans un seul vaccin, donc faciliter la vaccination contre des infections virales respiratoires saisonnières, par exemple. Et puis on ne parlera pas ici de la vaccination antitumorale, mais il y a aussi des espoirs très importants dans la lutte contre le cancer. On est dans un domaine un tout petit peu différent, mais c'est aussi une alternative et quelque chose qui devrait permettre d'avoir des progrès intéressants. David Lepoidevin, en termes de vaccination dite classique, quels sont là aussi les axes de progression et d'espoir qui sont à l'étude? Il y a encore beaucoup de maladies sur lesquelles on doit trouver des solutions. On a mentionné tout à l'heure à plus ou moins court terme le VRS, donc avec la vaccination maternelle, mais aussi la vaccination du patient âgé fragile. On a un développement en cours sur la maladie de Lyme, qui est aussi très attendu. Donc on a aussi un développement sur le streptocoque B. Donc vous voyez encore beaucoup d'activités, un champ d'action très large. Et puis, comme on le mentionnait tout à l'heure, peut-être aussi d'autres infections qui arriveront et sur lesquelles il faudra être extrêmement rapide pour trouver des solutions. Pour terminer, j'aimerais vous poser à tous une question peut-être très optimiste. Est-ce qu'on peut imaginer dans un futur pas trop lointain, grâce au progrès de la vaccination, un monde sans maladie ? Professeur Robert Cohen. Sans maladie tout court, non. Sans maladie infectieuse non plus, non. Parce qu'il y a un nombre de maladies infectieuses qu'on ne peut pas faire disparaître par la vaccination. Par exemple, les infections à pneumocoques, les infections à méningocoques. Même si on a de très bons vaccins, ils vont limiter le nombre de cas, mais ils ne vont pas éliminer complètement ces maladies-là. Et puis il y a ensuite des maladies qui touchent à la fois les animaux et l'homme. Par exemple, on ne peut pas envisager de faire disparaître les encéphalitatiques. C'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver. Mais par contre, le fardeau des maladies infectieuses en termes de mortalité, en termes d'hospitalisation, en termes de morbidité, de conséquences telles qu'ils ont été écrits, oui, ça va être réduit de façon considérable et ça va aussi décharger notre système de santé. Professeur Hanon, on aura toujours à faire face à de nouvelles maladies infectieuses qui peuvent surgir à un moment ou à un autre. Bien sûr, ça, on ne peut pas savoir, il peut toujours y avoir de nouvelles maladies. Je pense que l'importance, c'est le développement de la vaccination, en particulier chez les plus fragiles, les plus âgés. La population va vieillir, il y a un choc démographique très important qui nous attend. Et donc l'objectif est, grâce à la vaccination, de vieillir plus longtemps, réduction de la mortalité, mais surtout de vieillir en bonne santé. Et on sait que la vaccination, c'est un des meilleurs moyens de prévention pour réduire la perte d'autonomie, pour réduire la dépendance. Donc vivre plus longtemps en bonne santé, ça c'est la vaccination. C'est le défi actuel. Notre émission 52 minutes santé touche à sa fin. Brigitte, il est déjà l'heure de nous quitter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous, les invités. Vous avez été formidables. Merci. Et en abordant ce thème de la prévention et de la vaccination, nous espérons vous avoir apporté quelques pistes pour mieux lutter contre les maladies infectieuses. Allez, on se retrouve avec plaisir dans une prochaine émission pour traiter d'autres sujets avec d'autres invités. Merci à toutes les équipes qui sont en régie et qui ont préparé cette émission avec nous. Bonne journée à tous.